je vais parler un peu de mes recherches sur la philosophie, mais aussi du lien que ça a avec mes autres recherches. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie japonaise dans un projet sur le nationalisme japonais des années 30. Donc un projet plus historique, là, euh, parce que il me semblait que le nationalisme est en train de revenir au Japon. C'était rien comparé à ce qui s'est passé récemment. Et donc, je voulais voir un peu les antécédents. Et il y avait aussi plusieurs auteurs des années 30 qui étaient repris dans les années plus récentes, dont un philosophe qui s'appelait Watsuji Tetsuron. Watsuji, c'est en fait, c'est un philosophe japonais qui s'intéressait plus à l'éthique qu'à l'ontologie et qui avait étudié en Europe, qui avait suivi les cours d'Heidegger, qui avait écrit une thèse sur Nietzsche, donc qui connaissait très bien la philosophie occidentale. Mais à un moment donné, il s'est tourné contre la philosophie occidentale en disant que le bouddhisme donnait une base beaucoup plus utile et beaucoup plus solide à la philosophie que ce qui se passe en Occident. Et son point de vue, c'était que l'Occident était individualiste et que le Japon, mais probablement l'Orient en général, était collectiviste ou communautariste. Et il a essayé de développer une base à partir de la philosophie orientale pour définir une éthique qui soit différente de celle qui était définie en Occident. Et son point de vue, c'était le suivant, c'est que la communauté est première par rapport à l'individu. Mais l'individu doit aussi essayer de s'éloigner de la communauté pour se définir comme individu. Mais s'il veut être véritablement un individu dans la communauté, il doit revenir à la communauté. Et donc, il appelait ça un double mouvement, le mouvement de retrait et le mouvement de retour. Et pour lui, le mouvement de retour était tout à fait essentiel et c'était celui qui définissait l'éthique. Donc, quand un individu s'établit contre la communauté mais ne revient pas à la communauté, pour lui, c'était la source du mal. C'était la source de tout ce qui fonctionnait mal dans la société, et en particulier les sociétés occidentales. Donc, ça, c'était vraiment le fondement le plus simple là, de sa théorie. Mais il a étendu ça à la politique. Il a regardé différents systèmes politiques. Et pour lui, le système politique qui était le plus parfait, c'était le système japonais, comme par hasard. Et le système japonais était le plus parfait parce qu'il ne séparait pas la politique du religieux. En Occident, il y avait eu cette séparation-là qui était survenue à la fin du Moyen Âge, Machiavel, etc. Mais au Japon, le fait que l'empereur est à la fois Dieu et chef politique faisait de disons, de l'organisation politique japonaise une organisation plus éthique que celle de l'Occident. Il en tirait toutes sortes de conclusions aussi. Premièrement, il disait la mise en place de l'État japonais qui s'est fait par la guerre ne peut pas être vue comme la guerre ailleurs, parce que c'était une guerre altruiste. Donc, c'était une guerre pour créer une communauté. Donc, en fait, c'était une guerre qui menait à un effet qui était supérieur à ce qu'on avait auparavant. Donc, la guerre au Japon ne peut pas être pensée comme la guerre en Europe. Il avançait aussi d'autres choses, c'est que l'empereur étant à la fois chef politique et comme le pape, est à la fois le roi et le pape. Et donc, de ce point de vue-là, on unifie les aspects politiques et religieux dans une seule structure, et c'est une structure qui, pour lui, était supérieure à la structure occidentale. Il y avait autre chose, c'est que l'empereur, étant donné qu'il était à la fois le chef religieux et le chef politique, représentant en lui-même la volonté générale, donc la volonté collective. Représentant la volonté collective, il était au-dessus des rois et des papes parce que, justement, il prenait en lui-même l'opinion de tous. Et au Japon, tous partageaient la pensée de l'empereur. Donc, au Japon, on est une véritable communauté de 70 millions de personnes à l'époque, parce que tout le monde pense de la même façon, parce que tout le monde se voit dans l'empereur.
Et l'empereur est à la fois le chef de l'État, mais au-dessus de l'État. L'empereur, comme divinité, donne l'État au peuple. Et évidemment, étant divinité, personne ne peut le critiquer. Donc, et étant divinité, il a toujours raison. Donc, l'empereur ne peut pas ne pas avoir raison. L'empereur, donc, a raison, et quand son peuple est d'accord avec l'empereur, c'est qu'en fait, ils remplissent leur propre destin, qui est d'être unis à l'empereur, etc. Ben, ça m'avait intéressé comme doctrine politique, et en particulier au lien avec le nationalisme. C'est-à-dire, ici, il est clair, le Japon est supérieur aux autres. L'organisation politique du Japon est la seule qui est parfaite. Les autres ne le sont pas. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'était que Watsuji avait appuyé l'expansion militaire japonaise en Asie, pas de façon très radicale, hein? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prêchait pour l'expansion, mais il n'était pas contre, parce qu'il pensait que l'organisation politique du Japon, qui était parfaite, pouvait aider, par exemple, la Chine. Il ne pensait pas que le Japon devait coloniser la Chine pour de bon, mais qu'une colonisation temporaire pourrait donner à la Chine une forme politique supérieure à celle qui était là, qui étaient les chefs de guerre et disons, l'opposition de toutes sortes de factions, etc. Donc ça, c'était la position de Watsuji. Je m'étais intéressé aussi à cette idée de l'opposition de Watsuji et Heidegger. C'est-à-dire, Heidegger, tel qu'on le voit en Occident, c'est quelqu'un qui insistait beaucoup sur la communauté, c'est-à-dire sur l'enracinement dans sa communauté, parce qu'en fait, c'est un des thèmes importants de Heidegger. Et donc, pourquoi voir Heidegger comme un individualiste? La position de Watsuji, c'est que ce qui établit l'individualisme dans la philosophie d'Heidegger, c'est son idée de la mort et en fait, de le fondement de la philosophie comme étant l'être vers la mort qui permet de comprendre la vie. L'être vers la mort est nécessairement un être individuel. Donc, pour Watsuji, c'est là le fondement de l'individualisme de Heidegger. Et donc, il s'opposait à Heidegger en disant, pour Heidegger, la communauté ou la collectivité est toujours seconde par rapport à l'individu, alors que la collectivité doit être première, mais doit coexister avec l'individu. L'individu ne peut pas disparaître, on est des corps et tout, mais l'individu doit être subordonné à la communauté. Et donc, j'avais regardé ça, et ce qui m'avait intéressé, c'est à la fois le fait que Heidegger avait appuyé le nazisme, et Watsuji avait appuyé le système impérial et l'impérialisme. Et la question que je me suis posée, c'est, y a-t-il un lien direct entre la philosophie de ces auteurs-là et leur position politique? Pour ce qui est de Watsuji, je pense qu'il y a un lien direct. Je veux dire, la position de l'empereur est clairement définie, et le nationalisme et l'impérialisme découlent de cette position-là, qui est fondamentale dans sa philosophie. C'est-à-dire, autrement dit, ça découle de son éthique, la politique découle de l'éthique, et sa politique est nécessairement une politique nationaliste. Dans le cas d'Heidegger, il n'y a pas de contradiction entre sa philosophie et ses positions politiques, mais les positions politiques ne découlent pas directement de la philosophie. Et c'est ce que j'ai essayé d'examiner, c'est-à-dire comment Heidegger définit finalement le collectif. Il le définit par rapport à l'enracinement local, par rapport au fait qu'il faut vivre quelque part et se sentir responsable de l'endroit où on vit. Mais de là à appuyer le nazisme, il y avait un point qui, lui, ne sort pas de sa philosophie, qui était que l'Allemagne devait sauver l'esprit occidental, et qu'il n'y avait que l'Allemagne qui pouvait sauver l'esprit occidental, et que finalement, Hitler était celui qui ferait triompher l'esprit allemand et donc l'esprit occidental, et qui sauverait l'Occident de ce qu'il appelait il y avait un mot, en fait, l'exagération de la technique aux États-Unis, en URSS. Donc, c'est l'Allemagne qui devait nous sortir de cette insistance sur la technique,
qui était des deux côtés, donc capitalisme et communisme, et qu'il y a seulement l'Allemagne qui pouvait le faire, mais que pour ce faire, il fallait un chef, et le chef, c'était Hitler. Euh, c'est pas contradictoire avec sa philosophie, mais ça ne découle pas directement de sa philosophie. Je ne veux pas excuser Heidegger. Ses écrits politiques, quand il était recteur à Heidelberg, sont absolument odieux. Un autre grand Führer, un grand Ziegfeld et ce genre de choses. C'est quand même clair. Hein? Et il paraît qu'il y a eu ces cahiers qui sont sortis il n'y a pas longtemps en Europe et qui sont encore plus clairement... qui sont plus clairs pour ce qui est de l'antisémitisme de Heidegger et aussi de ses positions pour le parti nazi. Il était membre du parti nazi jusqu'en 1945. Hein. Il était un peu déçu de ce que les nazis faisaient, mais seulement un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris position et il est demeuré dans le parti. Donc, il y a quand même un problème là. Et moi, ça m'intéressait justement, d'abord, premièrement, pour voir comment la philosophie n'était pas coupée du politique. Comment les philosophes, finalement, participaient du monde politique autour d'eux et pouvaient être aussi convaincus que l'homme de la rue des positions politiques bizarres qui se développaient dans leur propre société. Et donc, ça m'intéressait. L'idée du nationalisme aussi, parce que les deux sont nationalistes, hein, clairement. Heidegger, il est... En fait, Heidegger est extrêmement pédant, hein. Il a une écriture pédante, il a des trucs comme « Ah, quand je me promenais dans la campagne autour de Munich, et là, je rencontrais ce paysan qui était assis sur sa souche, et je lui parlais. Et le paysan me dit « Monsieur, il faut vivre dans l'instant présent. » Que la grande sagesse du paysan sorte. C'est toujours des trucs comme ça qui sont vraiment imbuvables. Hein, je veux dire, et je pense qu'Heidegger aussi, comme d'autres auteurs, a fait exprès pour compliquer sa pensée, c'est-à-dire utiliser c'est la position entre autres de Bourdieu, là, c'est que tu utilises toujours des mots pour dire autre chose. Et selon Bourdieu, l'errance, là, c'est que finalement, l'errance, c'est le mal le plus important. Donc, il faut éliminer l'errance et s'enraciner quelque part. Et pour Bourdieu, l'errance, c'est le juif. C'est-à-dire que c'est une métaphore pour le juif. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas, c'est plausible. En tout cas, donc, je me suis tapé Heidegger. Pour me taper Heidegger, je m'étais tapé Husserl. Et pour me taper Husserl, je m'étais tapé Kant. Donc, et Hegel. Hegel, je l'ai trouvé le moins intéressant de tous. Kant, ça se lit pas mal. Husserl, c'est le plus compliqué, encore plus que Heidegger. En fait, c'est comme dans n'importe quoi. Il faut s'y mettre et entrer dedans. C'est un peu comme l'Inde pour Louis Dumont. C'est-à-dire, c'est qu'il faut entrer dans ce mode de pensée-là pour vraiment pouvoir comprendre ce qu'ils veulent dire. Et donc, en fait, c'était ce qui m'intéressait. Mais une des raisons pour lesquelles je m'étais intéressé à Watsuji, c'était le développement du militarisme au Japon. Et je pense que le militarisme a une place importante dans le Japon moderne, c'est-à-dire de 1868 à nos jours. Malgré le fait qu'il n'y a plus d'armée officielle, mais qu'il y a une force d'autodéfense et qu'elle n'a pas d'influence politique. En fait, c'est que le changement de régime au Japon en 1868, là, ça a été fait par des guerriers, par des samouraïs. C'est pas une révolte bourgeoise, c'est pas les marchands qui l'ont fait, c'est les samouraïs. C'est eux qui ont créé le nouvel État et c'est eux qui ont décidé qu'ils prendraient l'empereur comme chef de l'État. Donc, c'est vraiment une transition qui est faite par eux. Et évidemment, leur mentalité transparaît dans la mise en place du nouveau régime. C'est un régime autoritaire où on ne fait pas confiance au peuple, où on dit que le peuple, il faut le garder à sa place. Il n'a pas de droits, il n'a que des devoirs. Et c'est aux dirigeants de dire quoi faire au peuple. C'est-à-dire le peuple, donc, n'a aucune autonomie. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Le peuple a réagi, il y a eu des révoltes, il y a eu des grèves, il y a eu des massacres. Là, on envoyait l'armée tirer sur les grévistes. Donc, il y a eu tout ça au Japon. Mais la vision des dirigeants, c'est vous la fermez et nous, on vous dit quoi penser, quoi faire. Ce qui est très proche aussi de Watsuji, finalement, qui
disait que l'empereur avait la sagesse totale et que mais pour lui, c'était naturel. Les gens entraient naturellement dans la pensée de l'empereur. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'immanence, d'interpénétration mystique entre l'empereur et son peuple, qui faisait que son peuple pensait comme l'empereur. Bon, il y avait pas mal disons, de signes contraires à ça, mais c'était la vision de Watsuji. Donc, le militarisme a été extrêmement important. L'armée a eu un rôle important. Dans la Constitution de 1889, pour éviter que l'armée tombe sous le contrôle d'un Parlement qui pourrait être contrôlé par les partis politiques, on a décidé de faire de l'armée un corps totalement indépendant du gouvernement et d'en faire un corps qui dépendait directement de l'empereur. L'empereur devenait le grand chef des armées et l'armée ne dépendait pas du cabinet, du premier ministre, du Parlement, mais dépendait directement de l'empereur. Ça, c'était dans la Constitution. La pratique a changé dans les années 20, où on a eu quand même une forme de démocratie assez intéressante. L'armée est devenue contrôlée par le Parlement. Mais avec la crise qui commence en 1930, mais il y avait déjà des remous dans l'armée, il y avait une crise à la campagne, les paysans étaient vraiment dans la misère dans les années 20 pour diverses raisons dans lesquelles je n'entrerai pas. Et donc l'armée, qui voyait les recrues arriver, rachitique et tout, a commencé à s'inquiéter du développement qui était en train de se faire. On en a accusé les partis politiques en disant que les partis politiques prenaient des mauvaises décisions, parce que c'est eux qui contrôlaient le Parlement à l'époque. Et donc, on a commencé à promouvoir la mise en place d'un gouvernement différent qui serait sous contrôle de l'armée. Et ça survient après l'invasion de Mandchourie de 1931. Donc, l'invasion de Mandchourie, elle a été décidée par des colonels et des capitaines, même pas par l'état-major. Même pas par l'état-major de l'armée en Mandchourie, parce qu'il y avait une petite enclave japonaise en Mandchourie. Donc, c'est des capitaines et des colonels qui ont fait les plans et qui les ont appliqués. Ils ont créé eux-mêmes un incident, c'est-à-dire qu'ils ont fait sauter à peu près 1 mètre de la voie de chemin de fer qui était contrôlée par les Japonais. On sait qu'il l'a fait, hein, on a les noms, mais on l'a su après à la fin de la guerre, mais on a accusé les Chinois d'avoir fait sauter la voie de chemin de fer, et on a pris prétexte de ça pour envahir toute la Mandchourie. La Mandchourie, en fait, c'est un énorme territoire, un peu plus petit que le Québec, mais c'est quand même énorme. Et les Japonais contrôlaient, disons, la Montérégie. Et donc, ils ont décidé d'envahir tout. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement était contre l'invasion. Le gouvernement, c'est un gouvernement très libéral à l'époque, et qui a essayé d'empêcher l'armée d'avancer. Et là, l'armée a dit, regardez la Constitution, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans les affaires de l'armée, parce qu'il y avait un des articles qui disait, l'armée dépend directement de l'empereur. Le deuxième disait, quand l'armée est en campagne, elle est tout à fait indépendante. Donc, on a dit, voilà, l'indépendance de l'armée en campagne, vous n'avez rien à dire. Et le gouvernement a été mal pris parce qu'il promettait aux Occidentaux qui protestaient que l'avancée allait se terminer. Mais l'armée continuait. Ça fait qu'on les a pris pour des menteurs. Si vous relisez Tintin, le Lotus bleu, c'est ça. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a l'air d'être une espèce d'hypocrite et d'avoir une double position, alors que finalement, c'est eux et l'armée qui avaient des positions différentes et le gouvernement ne contrôlait plus l'armée. Donc, il y a eu l'invasion de Mandchourie. Les gouvernements ont changé et finalement, c'est des militaires qui ont commencé à contrôler le gouvernement ou leurs alliés à partir de 1932. Donc là, un gouvernement militaire où tout a été centré sur l'armement, parce qu'on se préparait à une guerre. On savait, on pensait qu'il y aurait une guerre avec les États-Unis, parce que les États-Unis, c'était la deuxième puissance du Pacifique. Donc on se disait, il va y avoir une guerre à un moment donné, donc il faut se préparer. On s'est préparé, mais en fait, en attendant, on a empiété de plus en plus sur le territoire de la Chine. Non? On est parti de Mandchourie, puis là, on avançait un peu dans le nord de la Chine, et là, on négociait avec les Chinois en disant, maintenant, la zone qu'on vient elle nous appartient, mais la zone à côté est démilitarisée. Et là, on avançait dans les zones démilitarisées peu à peu. Hein.
jusqu'à Beijing. Hein. On s'est rendu jusqu'au nord de Beijing en 1937, et c'est de là que la guerre commence en Chine en 1937. Une guerre qui était particulièrement sauvage de la part des Japonais. Les premiers bombardements aériens de civils, c'est à Shanghai en 1937, donc avant Guernica en Espagne, et le massacre de Nankin à la fin de 1937, début 1938, là, où on a tué à peu près 200 000 personnes. Et là, il y a des films de ça, hein, qui ont été pris surtout par un journaliste de Chicago Tribune, mais il y a des films japonais aussi. On enterre les gens vivants, on se pratique à la baïonnette sur des bébés, ce genre de trucs très intéressants dans les guerres, là, mais particulièrement dégueulasses. C'est-à-dire, ça, c'est 1937. Là, la guerre les Japonais pensaient qu'ils allaient gagner la guerre rapidement, qu'ils allaient forcer Chiang Kai-shek à négocier. Chiang Kai-shek s'est réfugié dans les montagnes. Les communistes ont commencé à harceler les Japonais. Et les Japonais n'ont jamais réussi à contrôler toute la Chine. Ils ont contrôlé, en fait, une bonne partie de la zone côtière, mais pas dans le sud, des grandes villes et des zones dans le milieu, mais jamais les zones plus à l'intérieur des terres. Ça leur a coûté cher, sauf qu'ils ont fait l'erreur, en étant en guerre avec la Chine, d'entrer en guerre avec les États-Unis, et ils n'avaient pas les capacités industrielles pour le faire. Ils pensaient... En fait, le calcul face aux États-Unis, c'était si les Américains sont larges, ils n'ont pas envie de faire la guerre. Donc, si on frappe un grand coup et qu'on détruit la flotte du Pacifique, ils vont être découragés, puis ils vont signer une entente avec nous, acceptant qu'on contrôle la Chine et les îles du Pacifique. Évidemment, ça n'a pas marché comme ça, en bonne partie parce que Roosevelt était pour l'intervention militaire. Il n'avait pas réussi à convaincre le Congrès. Il voulait intervenir contre Hitler en Europe, mais ça n'avait pas marché. Donc là, ça lui a donné l'excuse pour pouvoir entrer en guerre contre tout le monde, c'est-à-dire contre l'Allemagne et l'Italie en Europe et contre le Japon. Il y a des gens qui pensent qu'ils savaient que Roosevelt savait qu'il allait avoir une attaque parce qu'on avait déchiffré le code japonais. Ce qui semble, c'est qu'on avait eu en tout cas, on avait eu des renseignements, mais que finalement, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Pour en revenir au militarisme, ça a eu quand même une influence après la guerre. Hein. Beaucoup de militaires se sont reclassés dans l'industrie privée. Et le régime qui a été mis en place est un régime qui a emprunté beaucoup des éléments de l'armée japonaise. Entre autres, pour les ouvriers, le costume. Le costume, les ouvriers dans les grandes entreprises japonaises, en général, ont un costume de nature militaire, c'est-à-dire qui était emprunté de l'armée, avec le chapeau et tout. C'est-à-dire, donc, l'uniforme nous dit déjà quelque chose. La discipline est une discipline extrêmement stricte. Elle a été imposée parce que juste après la guerre, il y a eu des syndicats militants qui ont été mis en place. Les Américains ont libéré les communistes et les socialistes. Ils ont légalisé le Parti communiste alors qu'il n'était pas aux États-Unis. Et les communistes et les socialistes ont organisé des syndicats dans une situation lamentable du point de vue économique. Plusieurs entreprises voulaient fermer et les syndicats voulaient maintenir les opérations de ces entreprises-là pour avoir un revenu. Et donc, les syndicats ont joué très dur et ils ont réussi à obtenir beaucoup de choses. Mais il y a eu une réaction du gouvernement japonais et du gouvernement américain. Quand les syndicats ont commencé à faire des grèves politiques, MacArthur, le général en chef, a décidé qu'il n'y aura pas de ces grèves-là. Donc, il a réussi à forcer le gouvernement japonais, qui était tout à fait d'accord, à prendre des mesures antisyndicales. Et c'est là qu'on a mis en place le régime de travail qui caractérise le Japon de l'après-guerre. C'est-à-dire, autrement dit, avec une discipline extrêmement stricte, avec l'embauche de jeunes à la sortie de l'école pour qu'ils ne connaissent pas les organisations politiques, et si possible, aller les chercher à la campagne, où ils n'auraient eu aucune idée de ce qu'était un syndicat. À l'intérieur, une hiérarchie très stricte. On donne la sécurité d'emploi à condition de travailler fort. C'est à ce moment-là qu'on a imposé des horaires de travail qui étaient à peu près 12 heures par jour, c'est-à-dire, autrement dit, 8 heures régulières, plus des heures supplémentaires obligatoires, finalement, payées pour les ouvriers, pas payées pour les cadres. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place un régime qui a été fortement influencé par les militaires.
Et ça a aussi influencé la société. C'est-à-dire la discipline dans la société est extrêmement forte au Japon. L'école est une école qui a été militarisée pendant la guerre. On avait des exercices, exercices militaires à l'école, même à l'école primaire, et le régime a été maintenu. Il y a des uniformes pour les garçons dans les écoles secondaires qui sont des uniformes des cadets de l'armée. Donc, c'est auparavant. Donc, la militarisation, elle est présente à plusieurs endroits. Et c'est une des caractéristiques du Japon actuel. On en parle peu, mais je pense que c'est quand même un des aspects importants. J'en ai beaucoup discuté justement avec Vincent Mirza, mon ancien étudiant, et on voyait des influences à toutes sortes de niveaux. Mais le pivot dans tout ça, c'est l'école et l'éducation à l'école. L'éducation à l'école est strictement organisée, strictement encadrée, avec des directives du ministère et aussi avec une concurrence extrêmement forte au secondaire pour pouvoir entrer dans les bonnes universités. En fait, les bonnes universités sont garants d'un bon poste. Ce qui veut dire donc qu'il faut prendre les moyens pour y entrer. Mais il y a des examens d'entrée qui sont des examens extrêmement durs, mais durs sur la mémoire. Et aussi, il y a des problèmes mathématiques, mais en général, c'est beaucoup la mémoire. Donc, il faut se préparer auparavant. Pour se préparer, il faut aller à l'école régulière, mais il faut aussi aller à des écoles complémentaires, dont beaucoup sont dirigées par des anciens militaires, donc avec une discipline militaire, châtiment corporel, blablabla. Donc, la militarisation se fait beaucoup à travers l'école. L'université, c'est les vacances. Et maintenant, l'université, à cause de la crise, a été obligée de renforcer ses programmes. Mais jusqu'en 1990, tu allais à l'université puis tu n'allais pas au cours. Je veux dire, il y avait 60-70% d'absentéisme. C'était une période de vacances pendant 4 ans. Tu t'es forcé comme un bon auparavant et tu étais sûr, si tu étais dans la bonne université, d'avoir une bonne job après. Donc, ça ne servait à rien de se forcer. Maintenant, on a changé un peu, mais pas tout à fait. J'ai une étudiante qui est japonaise, qui a enseigné au Japon dans une université assez connue en études urbaines et qui donnait un cours et elle donnait des travaux à faire. Puis à la fin du trimestre, il y avait la moitié des étudiants qui n'avaient rien fait. C'est qu'elle est allée voir le directeur, puis elle a dit: qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, le directeur donne leur nom, la note de passage. Là, ça ne pourrait pas se passer ici. Donc, il y a encore cet aspect de l'université qui est des vacances avant la vie sérieuse, qui est la vie dans l'entreprise.